J'aurais dû savoir que quelque chose n'allait pas au moment où Brixton m'a souri. Pas son expression habituelle, polie et aux lèvres pincées qu'elle réservait aux réunions de famille, mais un sourire authentique, presque excité, qui m'a tordu l'estomac de malaise. En 8 ans de mariage avec mon fils, Colin, je ne l'avais jamais vue me regarder comme ça, comme si elle était sincèrement heureuse de me voir. La salle à manger semblait différente ce soir-là, elle aussi. La table en acajou que j'avais héritée de ma mère brillait sous le lustre en cristal, mise pour 4 avec ma plus belle porcelaine, celle que je n'utilisais que pour les grandes occasions. Des roses blanches fraîches de mon jardin étaient au centre, leur doux parfum se mêlant à l'odeur du rôti de bœuf que j'avais passé tout l'après-midi à préparer. Tout semblait parfait, presque trop parfait, comme un décor de théâtre attendant une représentation. « Norma, tu es absolument radieuse ce soir », s'est exclamé Brixton avec effusion en m'embrassant sur la joue, son parfum lourd et entêtant. Elle portait une nouvelle robe, quelque chose de cher d'un bordeaux profond qui coûtait probablement plus que ce que je dépensais en courses en un mois. Ses cheveux blonds étaient coiffés en ondulations souples, et son maquillage était impeccable, comme si elle sortait tout droit d'un magazine. Colin la suivait, l'air fatigué par le dernier projet de son cabinet d'architecture. À 36 ans, il avait toujours les 12 yeux bruns de son père et cette façon de passer la main dans ses cheveux quand il était stressé. Il m'a fait un câlin rapide, distrait comme d'habitude ces derniers temps. « Merci pour le dîner, maman. Tu sais à quel point j'apprécie que tu fasses ça. » Mais c'est Tommy qui a attiré mon attention. Mon petit-fils de 12 ans restait en retrait près de la porte, ses yeux sombres allant de ses parents à moi avec une expression bien trop sérieuse pour quelqu'un de son âge. Il serrait son carnet de croquis contre sa poitrine, celui qu'il emportait partout, toujours en train de dessiner, toujours en train d'observer. Quelque chose dans sa posture a mis mes instincts de grand-mère en alerte. « Tommy, mon chéri, viens faire un câlin à mamie », ai-je appelé, en ouvrant les bras. Il s'est approché lentement, et quand il a enroulé ses bras fins autour de moi, je l'ai senti trembler légèrement. « Salut, mamie », a-t-il murmuré, sa voix à peine audible. « Tu te sens bien, mon chéri ?» ai-je demandé, en me reculant pour étudier son visage pâle. « Il est juste fatigué », a répondu rapidement Brixton, sa main se posant de manière possessive sur l'épaule de Tommy. « Il avait entraînement de foot après l'école, n'est-ce pas, mon bébé ?» Tommy a hoché la tête, mais ses yeux ont croisé les miens juste une seconde, et j'y ai vu quelque chose qui m'a coupé le souffle. La peur. Mon petit-fils avait peur, et je n'avais aucune idée de pourquoi. « Eh bien, asseyons-nous avant que tout ne refroidisse », ai-je dit, en forçant une gaieté dans ma voix. L'horloge de grand-père dans le coin a sonné 7 fois. Son son familier, habituellement réconfortant, semblait en quelque sorte menaçant ce soir. Colin a tiré la chaise de Brixton avec une chevalerie exagérée, quelque chose qu'il avait commencé à faire plus souvent ces derniers temps, comme s'il s'efforçait trop de prouver qu'il était un bon mari. Elle s'est installée gracieusement, cet étrange sourire ne quittant jamais son visage alors qu'elle inspectait la table. « Tout cela a l'air absolument merveilleux, Norma », a-t-elle dit, sa voix dégoulinant de douceur. « Tu t'es vraiment surpassée, et j'adore ce que tu as fait avec tes cheveux. Cette couleur argentée est si distinguée. » J'ai touché mes cheveux, gêné. J'avais arrêté de les teindre en brun il y a 6 mois, acceptant enfin l'argent qui venait avec mes 63 ans. Brixton avait fait plusieurs remarques cinglantes à ce sujet auparavant, disant que c'était se laisser aller et suggérant que je devrais mieux m'entretenir. Le compliment de ce soir semblait aussi sincère qu'une promesse de campagne d'un politicien. « Merci », ai-je répondu prudemment, en prenant ma place au bout de la table. Tommy s'est assis à ma droite, serrant toujours son carnet de croquis, tandis que Colin et Brixton nous faisaient face de l'autre côté de la surface en bois poli. Alors que je commençais à découper le rôti, Brixton s'est lancé dans un bavardage animé sur sa journée de shopping dans les boutiques haut de gamme du centre-ville. Elle avait acheté de nouveaux rideaux pour leur salon, dépensé $300 pour un coussin qu'elle prétendait absolument essentiel, et s'était fait faire les ongles dans ce salon cher qu'elle fréquentait. La façon désinvolte dont elle mentionnait dépenser de l'argent qui couvrirait mes courses pendant un mois m'a fait serrer un peu plus fort le couteau à découper. Et puis je me suis arrêté dans cette petite bijouterie sur la 5e rue, a-t-elle poursuivi, les yeux brillants. Ils avaient le plus exquis collier de diamants dans la vitrine. $15 000, mais ça les valait complètement. Le savoir-faire était tout simplement incroyable. Ma main s'est immobilisée sur le couteau à découper. $15 000. C'était plus de la moitié de ce avec quoi je vivais en un an avec ma pension d'enseignante. C'est assez cher, ai-je réussi à dire. Oh, mais Norma,
toi entre toutes devrais comprendre les bijoux de qualité, a dit Brixton, son regard se posant sur les simples boucles d'oreilles en perles que je portais. Après tout, tu as ce magnifique collier de diamants que ta mère t'a laissé. Celui qui vaut à peu près le même montant. Tu devrais le porter plus souvent. Quelque chose de froid s'est installé dans mon estomac. Je parlais rarement du collier de ma mère, je le gardais enfermé dans ma boîte à bijoux à l'étage. Comment Brixton connaissait-elle sa valeur? Je ne l'avais jamais fait évaluer devant elle, je ne l'avais même jamais porté quand elle était là. Le bijou était trop précieux, trop lié au souvenir des mains douces de ma mère l'attachant autour de mon cou quand j'étais jeune. Comment sais-tu ce qu'il vaut, ai-je demandé, en essayant de garder une voix désinvolte. Le sourire de Brixton a vacillé juste un instant. Oh, Colin l'a mentionné une fois, n'est-ce pas, mon chéri? Colin a levé les yeux de son assiette, la confusion traversant ses traits. Je ne me souviens pas d'avoir parlé des bijoux de maman. Un silence inconfortable s'est abattu sur la table. Je pouvais entendre le tic-tac de l'horloge de grand-père, le doux cliquetis de la fourchette de Tommy contre son assiette alors qu'il poussait la nourriture sans manger. Quelque chose n'allait définitivement pas, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. En parlant de bijoux, a dit Brixton vivement, comme si le moment gênant n'avait pas eu lieu. Norma, j'ai remarqué que tu ne portes pas ton sac à main habituel ce soir. Ce joli sac en cuir noir que tu utilises toujours. J'ai jeté un coup d'œil vers le salon où j'avais laissé mon sac de tous les jours, un sac marron pratique qui avait connu des jours meilleurs. J'ai pensé que j'utiliserais le plus joli ce soir, ai-je dit. Celui dont tu parles, le noir, est à l'étage. Oh, tu devrais absolument utiliser le noir, a insisté Brixton. Il va tellement mieux avec ta tenue. En plus, n'as-tu pas dit qu'il avait de meilleurs compartiments, qu'il était mieux organisé? La suggestion semblait étrangement insistante, et je me suis demandé pourquoi elle se souciait du sac que je portais. C'est bon. Celui-ci fait parfaitement l'affaire. Mais Norma, a-t-elle insisté, ne serais-tu pas plus à l'aise avec ton sac habituel? Celui avec toutes tes choses importantes organisées exactement comme tu les aimes. La fourchette de Tommy a heurté son assiette avec un cliquetis, nous faisant tous le regarder. Son visage était devenu encore plus pâle, et ses mains tremblaient légèrement. « Je peux sortir de table » a-t-il demandé doucement. « Mais tu as à peine mangé » a protesté Colin. « Je n'ai pas vraiment faim. »« N'importe quoi » a dit Brixton, sa voix tranchante pour la première fois de la soirée. « Tu dois finir ton dîner. Nous sommes une famille et les familles mangent ensemble. » La façon dont elle a dit « famille » a fait se tordre quelque chose dans ma poitrine. Il y avait de la possessivité dedans. De la propriété, comme si elle marquait son territoire. Tommy s'est renfoncé dans sa chaise, mais j'ai remarqué qu'il continuait de me regarder avec ses yeux inquiets. En fait, ai-je dit en me levant. Je crois que je vais aller chercher mon autre sac à main. Brixton a raison. Il est mieux organisé. Oh, merveilleux, a rayonné Brixton. Je vais venir t'aider à le trouver. Ce n'est pas nécessaire, ai-je dit rapidement. Mais elle se levait déjà de sa chaise. J'insiste. De plus, j'adorerais revoir ta chambre. Tu as redécoré depuis la dernière fois, n'est-ce pas? Je n'avais pas redécoré depuis 3 ans. Pas depuis que mon mari était mort et m'avait laissé seul dans cette grande maison. Mais je ne l'ai pas corrigé. Au lieu de cela, je me suis dirigé vers les escaliers, très consciente que Brixton me suivait de près, ses talons claquant contre le parquet. Ma chambre semblait plus petite avec elle dedans, sa présence remplissant en quelque sorte tout l'espace disponible. Elle se promenait en touchant les choses, ramassant la photo encadrée de mon défunt mari et moi lors de notre 25e anniversaire de mariage. Une si jolie photo, a-t-elle murmuré. Vous étiez si heureux ensemble. Ça doit être solitaire maintenant, de vivre seul dans cette grande maison. J'ai trouvé mon sac noir dans le placard et je me suis retourné pour lui faire face. Je me débrouille très bien. Oh, j'en suis sûr. Tu es une femme si forte, Norma. Si indépendante. Bien qu'à ton âge, il serait peut-être agréable d'avoir la famille plus près. As-tu déjà pensé à déménager? À prendre plus petit, quelque chose de plus gérable. La suggestion m'a frappé comme une gifle. Déménager de la maison que mon mari et moi avions partagée pendant 30 ans. La maison où Colin avait fait ses premiers pas, où nous avions célébré chaque Noël et chaque anniversaire. C'est ma maison, Brixton. Bien sûr que ça l'est, a-t-elle dit rapidement.
Mais j'ai surpris quelque chose de calculateur dans son expression. Je voulais juste dire que l'entretien d'une si grande propriété doit être épuisant et coûteux. Et j'ai serré plus fort la poignée du sac. Je ne suis pas prête à quitter ma maison. Non, bien sûr que non. Je pensais juste à voix haute. Elle a souri à nouveau, mais cela n'a pas atteint ses yeux. On devrait redescendre? Les garçons vont se demander ce qui nous est arrivé. Alors que nous retournions à la salle à manger, j'avais l'impression de manquer quelque chose d'important, une pièce cruciale d'un puzzle que je ne savais même pas que je devais résoudre. Tommy était toujours assis exactement là où nous l'avions laissé. Mais maintenant, il dessinait frénétiquement dans son carnet de croquis, son crayon se déplaçant en traits rapides et nerveux. « Qu'est-ce que tu dessines, mon chéri ?» ai-je demandé en me rasseyant. Il a levé les yeux, ses yeux grands et sérieux. « Juste des trucs » a-t-il marmonné, en fermant rapidement le carnet. « Tommy est un véritable artiste » a dit Brixton, tendant la main par-dessus la table pour lui ébouriffer les cheveux. Il s'est dérobé à son contact. Toujours en train de gribouiller dans ce petit livre. Parfois, je me demande ce qui se passe dans sa tête. Le reste du dîner s'est déroulé dans un flou de conversation forcée et de malaise croissant. Brixton n'arrêtait pas de ramener la conversation sur ma maison, mes finances, mes projets pour l'avenir. Elle m'a interrogé sur mon testament, sur le fait que je l'ai mis à jour récemment, sur ce que je comptais faire des bijoux de ma mère. Chaque question ressemblait à une sonde, cherchant quelque chose que je ne pouvais pas identifier. Colin, inconscient comme toujours, parlait de son dernier projet architectural, un immeuble de bureau moderne qui lui donnait des maux de tête. Il semblait sincèrement ignorer les courants sous-jacents qui agitaient notre dîner de famille. Perdu dans son propre monde de plans et de codes du bâtiment. Alors que je servais le dessert, la fameuse recette de tarte aux pommes de ma mère, Tommy s'est soudainement levé de sa chaise. « Mamie, je peux te montrer quelque chose dans la cuisine ?»« Qu'est-ce que c'est, mon chéri ?»« Juste quelque chose, » a-t-il dit avec urgence. « S'il te plaît. » Je l'ai suivi dans la cuisine, laissant Colin et Brixton à table. Tommy est immédiatement allé à la fenêtre, faisant semblant de regarder mon jardin de roses pendant que les voix de ses parents nous parvenaient de la salle à manger. « Tommy, qu'est-ce qui ne va pas ?» ai-je demandé doucement. « Tu agis bizarrement depuis le début de la soirée. » Il s'est tourné vers moi, et j'ai vu des larmes monter à ses yeux. Il a ouvert la bouche pour parler, puis l'a refermée, jetant un regard nerveux vers la salle à manger. Puis il a fait quelque chose qui m'a fait arrêter le cœur. Il s'est approché de moi et a murmuré si bas que j'ai failli ne pas l'entendre. « Mamie, maman a mis le collier de diamants dans ton sac pour appeler la police. » Les mots m'ont frappé comme un coup physique. J'ai regardé le visage effrayé de mon petit-fils, mon esprit luttant pour traiter ce qu'il venait de dire. « Quoi ? Le collier de diamants ?» a-t-il chuchoté encore plus bas. « Maman l'a pris dans ta boîte à bijoux quand tu étais en bas. Elle l'a mis dans ton sac noir. Elle va dire que tu l'as volé et appelé la police. » Je l'ai entendu parler au téléphone. Mes jambes se sont soudainement dérobées et j'ai dû m'agripper au comptoir de la cuisine pour rester debout. Ma propre belle-fille essayait de me piéger. Le collier, le précieux collier de ma mère que j'avais chéri pendant 30 ans, était utilisé comme une arme contre moi. « Tu es sûr ?» ai-je chuchoté en retour. Tommy a hoché la tête, des larmes coulant maintenant librement sur ses joues. Elle a dit que tu devenais trop vieille et que quelqu'un devait prendre des décisions pour toi. Elle a dit qu'une fois que tu serais arrêté, papa devrait s'occuper de tout. Les pièces de la soirée se sont soudainement mises en place avec une clarté horrifiante. Le comportement étrange de Brixton, son insistance pour que j'utilise mon sac noir, ses questions sur ma maison et mes finances. Elle n'essayait pas seulement de me faire arrêter. Elle essayait de me faire paraître incompétente, sénile, inapte à gérer mes propres affaires. Et si cela arrivait, Colin interviendrait. Le gentil et confiant Colin, qui croyait tout ce que sa femme lui disait. Il prendrait en charge mes finances, mes décisions, ma vie, et Brixton tirerait toutes les ficelles en coulisses. J'ai regardé le visage taché de larmes de mon petit-fils, et j'ai senti quelque chose de féroce et de protecteur monter dans ma poitrine. Cet enfant avait risqué la colère de sa mère pour m'avertir, avait porté ce terrible secret toute la soirée. Depuis combien de temps vivait-il avec cette peur? Combien d'autres complots avait-il vus? Merci de me l'avoir dit, Tommy, ai-je chuchoté, le serrant doucement dans mes bras. Tu as été très courageux. Qu'est-ce qu'on va faire, mamie? Je l'ai tenu un moment de plus,
mon esprit tournant à toute vitesse. Puis je me suis reculé et les regardé dans les yeux avec une nouvelle détermination. Nous allons renverser la situation, mon chéri. Parfois, la meilleure façon d'attraper quelqu'un dans un piège est de le laisser croire que ça marche. Mes mains tremblaient alors que je plongeais dans mon sac noir, tâtant jusqu'à ce que mes doigts se referment sur quelque chose de froid et dur. Il était là, niché entre mon portefeuille et mes lunettes de lecture. Le collier de diamant de ma mère. Le poids de celui-ci dans ma paume semblait plus lourd que d'habitude. Non pas à cause des pierres, mais à cause de ce qu'il représentait. La trahison. Une cruauté calculée. Un piège conçu pour détruire tout ce pourquoi j'avais travaillé pendant mes 63 ans de vie. Tommy me regardait avec ses yeux sombres et sérieux alors que je sortais délicatement le collier de mon sac. Même sous la douce lumière de la cuisine, les diamants captaient l'éclat et projetaient de minuscules arcs-en-ciel sur les placards blancs. Ce bijou était dans notre famille depuis 4 générations, transmis de mère en fille, chaque femme le chérissant comme un symbole d'amour et de continuité. Maintenant, il était utilisé comme une arme. Comment l'as-tu découvert? Ai-je chuchoté à Tommy, en gardant ma voix assez basse pour que Colin et Brixton ne nous entendent pas de la salle à manger. Je prenais mes fournitures d'art dans le placard du couloir, a-t-il chuchoté en retour, s'essuyant le nez avec le dos de sa main. J'ai entendu maman au téléphone dans ta chambre. Elle parlait à quelqu'un de la façon dont cela résoudrait tout. Comment tu serais enfin hors du chemin, hors du chemin. Les mots m'ont frappé comme de l'eau glacée. Je n'étais pas seulement un obstacle pour Brixton. J'étais quelque chose à éliminer entièrement. J'ai pensé à toutes les petites remarques au fil des ans, les suggestions que je devenais oublieuse, que je ne devrais pas vivre seule dans une si grande maison, que j'avais besoin d'aide pour gérer mes affaires. Elle avait monté un dossier contre moi pendant des années, rassemblant des munitions pour ce moment. Est-ce qu'elle t'a vu écouter, ai-je demandé. Non, j'étais très silencieux. Mais mamie, elle a dit d'autres choses aussi. La voix de Tommy s'est légèrement brisée. Elle a dit qu'une fois que la police t'arrêterait, elle s'assurerait que tu ailles quelque part où tu ne pourrais plus causer de problème. Elle a dit que papa signerait les papiers parce qu'il penserait que c'est le mieux pour toi. Mon sang s'est glacé. Elle ne prévoyait pas seulement de me faire arrêter. Elle prévoyait de me faire interner, déclarer incompétente, enfermer quelque part pendant qu'elle et Colin prendraient le contrôle de ma maison, de mon argent, de ma vie. Et connaissant la nature confiante de mon fils, il croirait probablement que tout était pour mon bien. J'ai passé mon bras autour des fines épaules de Tommy, sentant le tremblement qui parcourait son petit corps. Cet enfant avait vécu avec cette connaissance, portant ce terrible secret. Combien de nuits était-il resté éveillé, s'inquiétant de ce qui arriverait à sa grand-mère? Combien de fois avait-il voulu le dire à quelqu'un mais avais-tu trop peur? Tu as été si courageux, mon chéri, ai-je murmuré. Mais maintenant, nous devons aussi être intelligents. De la salle à manger, j'entendais le rire de Brixton, vif et artificiel. Elle vérifiait probablement son téléphone, attendant le signal qui mettrait son plan en marche. La police n'allait pas simplement se présenter au hasard. Quelqu'un devrait les appeler. Quelqu'un devrait signaler un vol. J'ai regardé le collier dans ma main, puis le visage inquiet de mon petit-fils. Une idée a commencé à se former dans mon esprit. Risquée, mais potentiellement brillante. Si Brixton voulait jouer à des jeux, je lui montrerais ce qui se passait quand on sous-estimait une enseignante à la retraite qui avait eu affaire à des adolescents manipulateurs pendant 30 ans. Tommy, j'ai besoin que tu retournes à table et que tu agisses normalement, ai-je dit doucement. Peux-tu faire ça pour mamie? Il a hoché la tête, bien que ses yeux soient toujours grands de peur. Qu'est-ce que tu vas faire? Quelque chose que ta maman n'attendra pas, je lui ai donné ce que j'espérais être un sourire rassurant. Fais-moi confiance, d'accord. Après que Tommy soit retourné à la salle à manger, je suis resté un moment dans ma cuisine, rassemblant mon courage. L'espace familier semblait différent maintenant, chargé d'un nouveau but. Les carreaux de céramique bleue que mon mari avait installés il y a 20 ans, les placards blancs que j'avais peints moi-même, la fenêtre donnant sur le jardin de roses que nous avions planté ensemble, tout cela me semblait soudainement précieux d'une manière que je n'avais pas ressentie auparavant. C'était ma maison, mon sanctuaire, et je serais damné si je laissais quelqu'un me la prendre sans me battre. J'ai glissé le collier dans la poche de mon cardigan et je suis retourné rejoindre ma famille. Brixton a levé les yeux quand je suis entré, son sourire si éclatant qu'il aurait pu alimenter le lustre. « Te voilà » a-t-elle dit. On se demandait justement ce qui vous était arrivé.
Tommy me montrait son dernier dessin, ai-je répondu sans heurts, en me rasseyant sur ma chaise. Il devient très talentueux. Oh, il l'est certainement, a convenu Brixton. Mais ses yeux étaient sur mon sac à main, maintenant posé à côté de ma chaise. Je pouvais presque voir les rouages tourner dans sa tête, se demandant si j'avais déjà découvert sa petite surprise. Colin finissait son deuxième morceau de tarte aux pommes, complètement inconscient de la tension qui crépitait entre les femmes à sa table. « Maman, cette tarte est incroyable comme toujours. Je jure que tu aurais pu être une pâtissière professionnelle. Ton père disait toujours la même chose, ai-je répondu. Mais mon attention était concentrée sur Brixton. Elle n'arrêtait pas de vérifier son téléphone, ses doigts dansant nerveusement sur la surface de la table. Quoi qu'elle attende, cela devait arriver bientôt. Tu sais, Norma, a dit Brixton soudainement, je pensais à ce dont nous avons discuté à l'étage, à propos de la maison, je veux dire. As-tu réfléchi davantage à l'idée d'avoir de l'aide ici? Quelqu'un pour t'aider avec les tâches quotidiennes? La voilà encore, la suggestion que j'étais incapable de prendre soin de moi-même. Je me débrouille parfaitement bien, merci. Oh, j'en suis sûr. Mais les accidents arrivent, surtout aux personnes qui vivent seules. La semaine dernière, la mère de mon amie Margaret est tombée dans sa salle de bain et n'a été retrouvée que des heures plus tard. Elle aurait pu mourir. L'implication était claire. J'étais un danger pour moi-même, une femme trop vieille et fragile pour vivre de manière indépendante. C'était exactement le genre de récit qui aurait du sens pour des policiers lorsqu'ils trouveraient des bijoux volés en ma possession. Pauvre vieille dame, perdant la mémoire, prenant peut-être des choses qui ne lui appartiennent pas, je suis très prudente, ai-je dit d'un ton égal. Bien sûr que tu le es. Mais parfois, être prudente ne suffit pas, le téléphone de Brixton a vibré, et elle l'a regardé rapidement. Un petit sourire a joué au coin de sa bouche. Parfois, nous avons besoin que d'autres personnes veillent sur nous. Tommy s'était complètement immobilisé à côté de moi, sa fourchette suspendue à mi-chemin de sa bouche. Il savait que quelque chose était sur le point de se produire, et le pauvre enfant était terrifié. J'ai tendu la main et lui ai tapoté doucement la main, essayant de lui offrir le réconfort que je pouvais. En parlant de veiller sur les gens, a dit Colin, en posant sa fourchette. Brixton et moi avons parlé de t'inviter à dîner plus souvent. Peut-être même de te faire rester avec nous parfois, surtout pendant les mois d'hiver où les routes peuvent être dangereuses. Mon cœur s'est serré. Ils avaient discuté de mon avenir, faisant des plans pour ma vie sans me consulter. Depuis combien de temps ces conversations avaient-elles lieu? Combien de fois s'étaient-ils assis dans leur maison moderne et stérile, décidant de ce qui était le mieux pour la vieille femme gênante qui se tenait entre eux et son héritage? C'est très attentionné, ai-je réussi à dire. Mais je suis tout à fait contente dans ma propre maison. Mais maman, a insisté Colin, tu es toute seule ici. Et si quelque chose arrivait? Et si tu tombais ou avais une urgence médicale? Il faudrait des heures avant que quelqu'un te trouve. L'inquiétude dans sa voix était sincère, ce qui rendait les choses pires. Brixton travaillait sur lui depuis des mois, peut-être des années, plantant des graines d'inquiétude sur ma sécurité et mon bien-être. Elle avait probablement commencé petit, en mentionnant des moments où je semblais oublieuse ou confuse, en soulignant à quel point j'étais isolée dans cette grande maison. Mon fils confiant avait absorbé chaque suggestion, ne réalisant jamais qu'il était manipulé. Colin, j'apprécie ton inquiétude, mais je suis parfaitement capable de vivre de manière indépendante. Vraiment, a demandé doucement Brixton. Parce que dernièrement, tu as semblé un peu dispersé. Tu te souviens le mois dernier quand tu as appelé Colin 3 fois pour le même rendez-vous chez le médecin? Ou quand tu as oublié que tu nous avais invités à dîner et que nous sommes arrivés pour découvrir que tu n'avais rien préparé? Je l'ai regardé, la bouche bée. Ces deux incidents s'étaient produits, mais pas de la manière dont elle les décrivait. J'avais appelé Colin à propos du rendez-vous chez le médecin parce que le cabinet avait changé l'heure 2 fois, et je voulais m'assurer qu'il était au courant des changements puisqu'il devait me conduire. L'incident du dîner s'était produit parce que Brixton avait appelé pour changer la date, et je m'étais embrouillé sur le dimanche dont elle parlait, mais de la façon dont elle le racontait, je ressemblais à quelqu'un qui perdait le contrôle de la réalité. Ce n'est pas exactement ce qui s'est passé, ai-je commencé. Mais Colin hochait déjà la tête. Son visage était plissé d'inquiétude. Elle a raison, maman. J'ai été inquiet, moi aussi. Mais je ne voulais rien dire. Mon cœur s'est un peu brisé. Mon propre fils, le garçon que j'avais élevé avec tant d'amour et de soin,
était assis là à discuter de ma compétence mentale en se basant sur les mensonges de sa femme. Brixton avait préparé cela pendant des mois, créant un récit de déclin qui justifierait toute action qu'elle déciderait de prendre. Je pense que nous devrions peut-être parler de te trouver de l'aide, a poursuivi doucement Colin. Quelqu'un pour venir pendant la journée, aider avec les médicaments et les rendez-vous. Peut-être quelqu'un qui pourrait rester la nuit de temps en temps. Une dame de compagnie, a ajouté utilement Brixton. Quelqu'un de confiance qui pourrait garder un œil sur les choses. Je comprenais maintenant. Une fois qu'ils auraient convaincu tout le monde que j'avais besoin de supervision, il ne faudrait qu'un petit pas pour prétendre que j'avais besoin de soins à plein temps. Et si je résistais, si j'insistais sur le fait que j'allais bien, ils pointeraient mon entêtement comme une preuve supplémentaire de déclin mental. C'était un piège parfait conçu pour faire de toute résistance une preuve d'incapacité. Le téléphone de Brixton a de nouveau vibré, et cette fois elle y a répondu. Allô? Oh, oui, c'est Brixton Whitfield. Elle a écouté un instant, puis son visage s'est transformé en une expression de préoccupation choquée. Quoi? Vous êtes sûr? Comment est-ce possible? Colin s'est penché en avant. Qu'est-ce qui ne va pas? C'était la bijouterie de la 5e rue, a dit Brixton, sa voix tremblant de ce qui semblait être une véritable détresse. Quelqu'un a appelé pour donner une information sur un collier volé. Il me demande si je sais quelque chose à ce sujet car apparemment la description correspond à quelque chose qui a été récemment signalé comme disparu. Mon sang s'est glacé, mais je me suis forcé à rester calme. C'était le moment. Le moment qu'elle avait préparé toute la soirée, mais j'étais prête pour elle. Quel genre de collier, ai-je demandé innocemment. Un collier en diamant, monture vintage, d'une valeur d'environ 15 000 $. Les yeux de Brixton étaient fixés sur mon visage, guettant la moindre réaction. Ils ont dit que la police pourrait vouloir poser quelques questions juste pour écarter tout lien avec notre famille. Eh bien, c'est étrange, ai-je dit, en fouillant dans la poche de mon cardigan, parce que j'ai le collier de ma mère juste ici. J'ai sorti le collier, le laissant pendre de mes doigts pour que les diamants captent la lumière. Le visage de Brixton est devenu blanc, son plan soigneusement construit s'effondrant sous ses yeux. Je pensais le porter ce soir, ai-je poursuivi d'un ton conversationnel, mais ensuite j'ai décidé que c'était trop chic pour un dîner de famille. C'est drôle que quelqu'un en signale un exactement comme celui-ci comme étant volé. Le silence qui a suivi était assourdissant. Colin avait l'air confus, jetant des regards entre le visage pâle de sa femme et mon expression calme. Tommy me regardait avec une sorte d'admiration, comprenant enfin de quoi sa grand-mère était capable. Mais Brixton n'avait pas fini. Je pouvais voir son esprit tourner à toute vitesse, essayant de sauver son plan. Eh bien, c'est merveilleux que le tien soit en sécurité, a-t-elle dit lentement. Mais la police voudra probablement quand même parler à tout le monde dans le quartier, juste pour être minutieuse. Bien sûr, ai-je convenu agréablement. Cependant, j'espère qu'il réalise que les fausses déclarations sont un crime grave. Quelqu'un pourrait avoir de sérieux ennuis pour avoir gaspillé les ressources de la police. À travers la fenêtre de la salle à manger, je pouvais voir des gyrophares approcher au loin. Rouge et bleu, sans équivoque. Le plan de secours de Brixton était déjà en marche, et il n'y avait aucun moyen de l'arrêter maintenant. Mais ce n'était pas grave. J'étais prête pour eux. La sonnette a retenti à 9h15 précise, son carillon traversant le silence tendu qui s'était installé dans ma salle à manger. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge de grand-père, notant la précision de tout cela. Brixton avait orchestré cela à la minute près, donnant probablement à la police une heure précise d'arrivée pour s'assurer que je serais assise ici avec ce qu'elle pensait être des bijoux volés en ma possession. Je vais ouvrir, a dit Colin, commençant à se lever de sa chaise. Non, a dit rapidement Brixton, sa voix plus tranchante qu'elle ne l'aurait probablement voulu. Je veux dire, laisse-moi faire. C'est peut-être à propos du collier volé dont ils ont parlé au téléphone. Elle a lissé sa robe bordeaux et s'est dirigée vers la porte d'entrée, ses talons claquant avec assurance sur mon parquet. C'était son moment de triomphe, l'aboutissement de mois de planification. Je pouvais presque la voir répéter mentalement sa performance. La belle-fille choquée et inquiète découvrant que sa belle-mère âgée avait volé des bijoux de valeur. La petite main de Tommy a trouvé la mienne sous la table, ses doigts froids et tremblants. J'ai serré doucement, essayant de le rassurer, même si mon propre cœur battait la chamade contre mes côtes. Tout dépendait des prochaines minutes. J'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir, suivie du murmure bas de voix officielle.
2 officiers, à en juger par le son, probablement une réponse standard à un vol signalé. La voix de Brixton portait clairement alors qu'elle jouait son rôle à la perfection. Officier, merci d'être venu si rapidement. C'est moi qui ai appelé à propos du collier volé. Je suis tellement inquiète pour ma belle-mère. Elle agit étrangement ces derniers temps. Et quand j'ai entendu parler du vol, sa voix s'est éteinte alors qu'elle les conduisait dans ma salle à manger. Le premier officier était un homme d'âge mûr aux cheveux grisonnants et aux yeux bienveillants, le genre qui avait probablement traité d'innombrables disputes familiales au fil des ans. Son jeune partenaire semblait tout juste sorti de l'académie, empressé et sérieux. « Bonsoir », a dit poliment l'officier plus âgé. « Je suis le sergent Williams et voici l'agent Chen. Nous sommes ici au sujet d'un signalement de bijoux volés. Un collier en diamant spécifiquement, d'une valeur d'environ 15 000 $. Bien sûr, ai-je dit en me levant lentement, bien que je ne sois pas sûr de pouvoir vous aider. Tous mes bijoux sont là où ils doivent être. Brixton s'est avancé, son visage un masque de réticence inquiète. Officier, je déteste dire ça, mais je pense qu'il pourrait y avoir un malentendu. Vous voyez, ma belle-mère a des problèmes de mémoire ces derniers temps. De la confusion, des oublis. Nous nous sommes inquiétés pour elle. Colin s'est agité inconfortablement sur sa chaise, clairement déchiré entre la loyauté envers sa femme et sa propre incertitude sur la situation. Maman vit seule dans cette grande maison, a-t-il ajouté à contre-cœur. Nous avons remarqué quelques changements. Quel genre de changement, a demandé le sergent Williams, sortant un petit carnet. Eh bien, a dit Brixton, sa voix lourde d'une tristesse fabriquée. Elle égare des choses, se trompe dans ses rendez-vous. La semaine dernière, elle a appelé le même cabinet médical 3 fois pour la même visite, et elle parle de problèmes d'argent, ce qui est étrange car nous savons qu'elle est financièrement stable. J'ai écouté ces mensonges avec un étonnement croissant. Elle peignait le portrait d'une femme en déclin cognitif, quelqu'un qui pourrait prendre des choses sans bien comprendre ce qu'elle faisait. C'était brillant dans sa cruauté, et cela aurait parfaitement fonctionné si Tommy ne m'avait pas prévenu. Madame Whitfield, le sergent Williams s'est adressé directement à moi. Cela vous dérange-t-il si nous vous posons quelques questions? Pas du tout, ai-je répondu calmement. Avez-vous été dans des bijouteries récemment? Spécifiquement, celle de la 5e rue? J'ai secoué la tête. Je n'achète plus beaucoup de bijoux. La plupart de ce que je possède a une valeur sentimentale. L'agent Chen regardait autour de la salle à manger, observant le mobilier coûteux, le lustre en cristal, les signes évidents d'une vie confortable. C'est une belle maison, a-t-il commenté. Vous vivez ici depuis longtemps? 30 ans, ai-je dit. Mon mari et moi l'avons acheté quand Colin avait 6 ans. Et vous vivez ici seul maintenant? Oui, depuis que mon mari est décédé il y a 3 ans. Brixton s'est raclé la gorge délicatement. Officier, je déteste aborder ce sujet, mais je pense que vous devriez savoir que lorsque nous sommes arrivés ce soir, j'ai remarqué que ma belle-mère semblait agitée. Elle n'arrêtait pas de tripoter son sac, agissant nerveusement. Tous les yeux se sont tournés vers mon sac en cuir noir, posé innocemment à côté de ma chaise. L'expression de Brixton était celle d'un regret douloureux, comme si elle était forcée de trahir un être cher pour son propre bien. Madame Whitfield, a dit doucement le sergent Williams. Cela vous dérangerait-il si nous jetions un coup d'œil dans votre sac, juste pour écarter tout lien avec le vol signalé? Bien sûr que non, ai-je dit, en attrapant le sac. Bien que je doive mentionner que j'ai changé de sac ce soir. D'habitude, j'emporte un marron, mais ma belle-fille a suggéré que j'utilise celui-ci à la place. J'ai surpris la lueur de surprise qui a traversé le visage de Brixton. Elle ne s'attendait pas à ce que je mentionne ce détail dans sa version des événements. J'étais une vieille femme confuse qui aurait pu prendre quelque chose distraitement. Elle n'était pas préparée à ce que je sois si claire et précise sur les événements de la soirée. J'ai ouvert le sac et j'ai commencé à en retirer les articles un par un. Mon portefeuille, mes lunettes de lecture, un petit paquet de mouchoirs, mes clés de maison, une liste de courses que j'avais écrite ce matin. Les officiers ont regardé patiemment pendant que je posais chaque article sur la table. C'est tout, ai-je dit, en leur montrant l'intérieur vide. Le sergent Williams a froncé les sourcils. Madame, nous avons eu un rapport indiquant que vous pourriez avoir un collier en diamant avec vous ce soir. Êtes-vous sûr qu'il n'y a rien d'autre dans le sac? Tout à fait sûr, ai-je répondu. Bien que j'ai un collier en diamant, il appartenait à ma mère. J'ai fouillé dans la poche de mon cardigan et j'ai sorti le collier,
le laissant capter la lumière du lustre. Les deux officiers se sont penchés pour l'examiner, et j'ai vu Brixton devenir complètement blanche. Il est dans ma famille depuis 4 générations, ai-je poursuivi. Il n'a jamais quitté cette maison, sauf pour aller à la bijouterie pour un nettoyage. Puis-je vous demander quand il a été évalué pour la dernière fois, a demandé l'agent Chen. Il y a environ 5 ans, quand j'ai mis à jour mon assurance. Il a été évalué à 15 000 $. Puis le silence qui a suivi était assourdissant. L'histoire soigneusement construite de Brixton s'effondrait, et je pouvais voir son esprit tourner à toute vitesse, essayant de sauver la situation. Mais, a-t-elle dit désespérément, cela ne veut pas dire qu'elle n'en a pas pris un autre, celui qui a été signalé comme volé. Peut-être qu'elle l'a caché ailleurs. Le sergent Williams a étudié Brixton avec un nouvel intérêt. Madame, qu'est-ce qui vous fait penser exactement que Madame Whitfield a volé des bijoux? Eh bien, Brixton a hésité, réalisant qu'elle en avait trop révélé. Je veux dire, quand j'ai entendu parler du vol et connaissant sa confusion ces derniers temps. Vous avez appelé sur la base d'un simple soupçon, a demandé le sergent, pas parce que vous avez réellement vu des biens volés? J'étais inquiète, a dit Brixton, sa voix s'élevant légèrement. Est-ce mal de s'inquiéter pour sa famille? Tommy, qui était resté assis tranquillement pendant cet échange, a alors pris la parole, sa jeune voix claire et ferme. Monsieur l'officier, je peux vous dire quelque chose? Les deux officiers l'ont regardé avec surprise. Les enfants ne faisaient généralement pas partie de ce genre d'enquête. Qu'est-ce que c'est, mon garçon, a demandé gentiment le sergent Williams. Tommy a regardé directement sa mère, son visage pâle mais déterminé. J'ai entendu maman au téléphone tout à l'heure. Elle parlait de mettre le collier de mamie dans son sac et d'appeler la police. Les mots sont tombés dans la pièce comme des pierres dans une eau calme, créant des ondes de choc qui se sont propagées dans tous les coins. Le visage de Colin est devenu blanc. Les officiers ont échangé des regards, et Brixton avait l'air d'avoir été giflé. Tommy, a-t-elle dit, sa voix dangereusement basse. Tu as du mal comprendre ce que tu as entendu. Non, je n'ai pas mal compris, a dit fermement Tommy. Tu étais dans la chambre de mamie. Tu as dit que ça résoudrait tout, que mamie serait enfin hors du chemin, la température dans la pièce a semblé chuter de 10 degrés. L'agent Chen s'est approché de Brixton, son expression n'étant plus amicale. Madame, y a-t-il quelque chose que vous aimeriez nous dire sur cette situation? Mon fils est confus, a dit rapidement Brixton. Les enfants interprètent souvent mal les conversations des adultes. Je parlais probablement de toute autre chose. Alors ça ne vous dérangera pas si nous fouillons vos affaires également, a demandé le sergent Williams. Pour la première fois de la soirée, le sang-froid de Brixton s'est fissuré. C'est complètement inutile. C'est moi qui vous ai appelé. Pourquoi aurais-je des bijoux volés? Juste pour être minutieux, a répondu doucement le sergent. Si vous n'avez rien à cacher, ça ne devrait pas poser de problème. J'ai regardé le visage de Brixton passer par une gamme d'émotions. Panique, calcul, désespoir. Elle était piégée, et elle le savait. Mais même acculée, elle était dangereuse. Très bien, a-t-elle dit finalement. Mais c'est ridicule. J'essaie d'aider ma famille et vous me traitez comme une criminelle. Elle a attrapé son sac de créateur là où elle l'avait laissé sur la table d'appoint et l'a ouvert avec une frustration exagérée. Les officiers ont regardé pendant qu'elle sortait son portefeuille, son téléphone, ses clés de voiture, un petit poudrier, puis, niché au fond du sac, quelque chose qui a capté la lumière et projeté de minuscules arcs-en-ciel sur le mur, un collier en diamant identique à celui que je tenais dans mes mains. Le silence était absolu. Même l'horloge de grand-père semblait s'être arrêtée. L'agent Chen a sorti ses menottes. Madame, je pense que nous devons avoir une conversation plus longue. Brixton a regardé le collier comme si c'était un serpent qui s'était matérialisé dans son sac. Je ne comprends pas. Ce n'est pas à moi. Quelqu'un a dû le mettre là. Qui? A demandé le sergent Williams. Vous avez eu le sac avec vous toute la soirée. Les yeux de Brixton ont balayé la pièce, se posant sur moi avec une haine pure. C'est elle qui l'a fait, d'une manière ou d'une autre. Elle l'a mis dans mon sac. Elle essaie de me piéger. Colin a finalement retrouvé sa voix. Brixton, qu'est-ce qui se passe, bon sang? Mais sa femme était au-delà de toute explication rationnelle maintenant. Le masque qu'elle avait porté pendant 8 ans avait finalement glissé, révélant la prédatrice calculatrice en dessous.
Vous voulez savoir ce qui se passe, a-t-elle grondé, sa voix n'ayant rien à voir avec le ton doux qu'elle avait utilisé toute la soirée. J'en ai marre de faire semblant de me soucier de votre mère pathétique. J'en ai marre d'attendre qu'elle meure pour qu'on puisse avoir ce qui nous revient de droit. Cette maison, son argent, tout ce qu'elle accumule pendant que nous luttons pour payer notre hypothèque. Colin a reculé comme si elle l'avait frappé. Nous ne luttons pas. Je gagne bien ma vie. Bien ta vie? Brixton a ri amèrement. Ta mère est assise sur 800 000 $ de biens immobiliers et 200 000 $ d'économies pendant que je dois faire un budget pour les courses. Tu sais à quel point c'est humiliant? Tu sais ce que c'est que de faire semblant d'aimer quelqu'un qui se met en travers de la vie que tu mérites? La vérité a jailli d'elle comme du poison d'une bouteille cassée. Des années de ressentiment, de cupidité et de manipulation, tout exposé dans ma salle à manger pendant que mon petit-fils regardait sa mère se révéler être un monstre. Je planifie ça depuis des mois, a-t-elle poursuivi, dépassant le point de se soucier des conséquences, en créant le récit de son déclin mental, en m'assurant que tout le monde croirait qu'elle était incompétente. Une arrestation pour vol, et nous aurions pu la faire déclarer inapte. J'aurais pu avoir la procuration en 6 mois. Elle a regardé Tommy avec quelque chose qui approchait du dégoût. Mais mon propre fils a du tout gâché. Mon propre enfant a choisi sa grand-mère plutôt que sa mère. Tommy pleurait maintenant, des larmes silencieuses coulant sur son visage alors qu'il réalisait toute l'étendue de la trahison de sa mère. Il ne s'agissait pas seulement de voler des bijoux ou de piéger sa grand-mère. Il s'agissait d'une femme qui ne voyait sa propre famille que comme des obstacles à surmonter. Colin s'est levé lentement, son visage un masque de dévastation. Emmenez-la, a-t-il dit doucement aux officiers. Emmenez-la, c'est tout. Alors que l'agent Chen lisait ses droits à Brixton, elle s'est tournée pour me regarder une dernière fois. La haine dans ses yeux était pure et sans mélange. Tu crois que tu as gagné, a-t-elle craché. Mais ce n'est pas fini. Je trouverai un autre moyen. Je te le ferai payer. Et puis elle est partie, emmenée menottée pendant que les voisins se rassemblaient sur leur porche pour assister au spectacle. La femme qui avait essayé de détruire ma vie faisait enfin face aux conséquences de ses actes. Mais en regardant mon fils dévasté et mon petit-fils traumatisé, j'ai réalisé que certaines victoires ont un coût terrible. Le silence qui a suivi l'arrestation de Brixton était différent de tout ce que j'avais jamais connu. Il n'était pas paisible. Il était creux. Le genre de silence qui survient après qu'une tempête a traversé votre vie et a tout laissé méconnaissable. Colin était assis, affalé sur sa chaise, la tête dans les mains, tandis que Tommy était blotti à côté de moi sur le canapé où nous nous étions installés après que les officiers eurent fini de prendre leur déposition. Le sergent Williams avait été doux mais minutieux, posant des questions qui peignaient une image que personne d'entre nous ne voulait voir. Depuis combien de temps Brixton semblait-elle s'intéresser à mes finances? Avait-elle déjà suggéré que je devenais oublieuse avant ce soir? Y avait-il eu d'autres incidents qui auraient pu être mal interprétés comme des signes de déclin mental? Chaque question révélait une nouvelle couche de sa manipulation, une autre graine de doute soigneusement plantée sur ma compétence. La confusion au sujet du rendez-vous chez le médecin, le quiproquo du dîner, même les commentaires sur mes cheveux argentés qui semblaient négligés lors des réunions de famille. Elle avait monté un dossier contre moi pendant des mois, peut-être plus longtemps. Mais c'est Tommy qui a fourni la preuve la plus accablante. Raconte aux officiers ce qu'il y a dans ton carnet de croquis, mon chéri, ai-je dit doucement, en lui caressant les cheveux alors qu'il se penchait contre mon épaule. Tommy m'a regardé avec ses yeux sombres et sérieux, encore bordés de rouge à force d'avoir pleuré. Est-ce que je dois le faire? Cela pourrait les aider à comprendre ce qui s'est réellement passé. Il a hoché lentement la tête et est descendu du canapé, disparaissant à l'étage dans son sac de nuit. Quand il est revenu, il portait le carnet de croquis que je l'avais vu serrer toute la soirée, ainsi qu'un petit enregistreur numérique qui m'a fait arrêter le cœur. Tommy, a dit gentiment le sergent Williams. Que as-tu là? J'ai pris des notes, a dit doucement Tommy, en se rasseyant à côté de moi. Maman dit et fait des choses quand papa n'est pas là. Et je voulais m'en souvenir exactement. Alors, j'ai commencé à les écrire et à faire des dessins. Il a ouvert le carnet de croquis et j'ai eu le souffle coupé. Page après page de dessins détaillés montraient Brixton dans diverses poses et situations. Brixton fouillant dans mon courrier quand elle pensait que personne ne regardait. Brixton parlant au téléphone avec des expressions de colère tout en regardant des papiers qui ressemblaient à des factures. Brixton fouillant dans ma boîte à bijoux, dessinée avec l'attention méticuleuse que seul un enfant qui avait observé et s'était inquiété pouvait atteindre.
Elle venait quand tu n'étais pas là, mamie, a dit Tommy, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Elle a ton double de clé. Elle fait des copies de tes papiers et les prend en photo avec son téléphone. L'agent Chen s'est penché en avant. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Depuis l'été dernier, peut-être plus longtemps. Elle m'a dit que c'était notre secret, que les adultes devaient parfois vérifier si les grands-parents allaient bien. Mais que je ne devais le dire à personne parce que ça te ferait de la peine. Ma gorge s'est serrée en réalisant comment Brixton avait manipulé mon petit-fils innocent, le rendant complice de sa surveillance tout en le convainquant que c'était pour mon bien. L'enfant avait porté ce fardeau pendant des mois, déchiré entre la loyauté envers sa mère et l'amour pour sa grand-mère. Et l'enregistreur? A demandé doucement le sergent Williams. Les petits doigts de Tommy tremblaient alors qu'il tenait l'appareil. J'ai commencé à enregistrer ses appels téléphoniques quand elle pensait que je jouais à des jeux vidéo. Elle parle beaucoup d'argent à quelqu'un et de faire paraître mamie. Je ne me souviens plus du mot. Incompétente, ai-je suggéré doucement. Il a hoché la tête. Elle a dit qu'une fois que mamie serait déclarée incompétente, papa devrait s'occuper de tout et qu'elle pourrait enfin avoir l'argent pour payer leurs dettes. La tête de Colin s'est relevée brusquement à cela. Quelle dette? Nous n'avons pas de dette. Tommy a regardé son père avec l'expression patiente que les enfants ont quand les adultes sont délibérément obtus. Papa, maman a beaucoup de cartes de crédit que tu ne connais pas. Elle m'a montré les relever une fois quand elle était en colère. Elle a dit que c'était de ta faute si tu ne gagnais pas assez d'argent. Combien? A demandé Colin, sa voix creuse. Tommy a haussé les épaules. Elle a dit que c'était plus que le prix de ta voiture. Et elle continue d'acheter plus de choses parce qu'elle dit que nous méritons de belles choses. Plus que le prix de sa voiture. Colin conduisait une berline de 3 ans qu'il avait achetée d'occasion pour environ 28 000 $. Si Brixton avait accumulé plus de dettes que cela à son insu, pas étonnant qu'elle ait été si désespérée de mettre la main sur mes biens. Le sergent Williams prenait des notes rapidement. Mon garçon, penses-tu que tu pourrais nous faire écouter certains de ces enregistrements? Tommy a hoché la tête et a tripoté les minuscules boutons de l'appareil. Après un moment, la voix de Brixton a rempli mon salon, claire et sans équivoque. La vieille idiote se croit si intelligente, vivant dans cette grande maison comme une sorte de reine pendant que nous nous noyons dans les dettes. Mais j'ai tout compris. Une fois qu'elle sera arrêtée pour vol, Colin devra faire face à la réalité. Elle perd manifestement la tête, et quelqu'un doit prendre le contrôle avant qu'elle ne se blesse ou ne blesse quelqu'un d'autre. Une pause, puis une autre voix. Minuscule à travers le haut-parleur. Tu es sûr que ça va marcher? Et si elle n'a pas le collier avec elle? Oh, elle l'aura. Je m'en suis assuré. Je l'ai mis dans son sac pendant qu'elle était en bas à jouer l'hôtesse parfaite. Toute la famille sera là pour assister à sa confusion lorsque la police le trouvera. Colin verra enfin que sa précieuse mère a besoin de soins professionnels. Et puis nous obtiendrons la procuration, nous vendrons cette maison ridiculement surdimensionnée, et nous utiliserons l'argent pour nous sortir de ce trou. Elle sera dans un bel établissement où elle ne pourra plus causer de problèmes, et nous aurons enfin la vie que nous méritons. L'enregistrement s'est terminé, nous laissant tous regarder le petit appareil dans les mains de Tommy. La cruauté désinvolte dans la voix de Brixton était à couper le souffle. Elle ne prévoyait pas seulement de voler mon argent. Elle prévoyait de détruire ma vie et de convaincre mon propre fils que c'était pour mon bien. Il y en a d'autres, a dit doucement Tommy. Beaucoup d'autres. Elle parle à cette même personne presque chaque semaine. L'agent Chen a regardé son partenaire. Nous allons devoir prendre cela comme preuve. Tout. Le carnet de croquis, l'enregistreur, tout. Bien sûr, ai-je dit. Tommy, tu as bien fait de garder une trace de tout ça. Tu m'as probablement sauvé la vie. Colin a finalement parlé, sa voix rauque d'émotion. Pourquoi ne m'as-tu rien dit de tout ça? La lèvre inférieure de Tommy a tremblé. J'ai essayé, papa. Tu te souviens quand j'ai dit que maman agissait bizarrement et quand je t'ai demandé si mamie était vraiment malade? Mais tu as toujours dit que j'imaginais des choses, que maman était juste inquiète pour mamie parce qu'elle l'aimait. La dévastation sur le visage de Colin était déchirante. Il avait rejeté les inquiétudes de son propre fils, choisissant de croire sa femme manipulatrice plutôt que l'enfant qui avait désespérément essayé de l'avertir. Combien de fois Tommy avait-il essayé de parler, pour se faire dire qu'il se trompait ou qu'il imaginait des choses? Je suis désolé, a murmuré Colin. Je suis tellement désolé,
Tommy. J'aurais dû t'écouter. Il y a autre chose, a dit Tommy, en me regardant avec incertitude. Maman met parfois des trucs dans ta nourriture quand tu ne regardes pas. Des petites pilules blanches qu'elle écrase. Et le sang s'est retiré de mon visage. Quel genre de pilules? Je ne sais pas. Elle les garde dans son sac. Mais après que tu manges la nourriture avec les pilules écrasées, tu sembles toujours très fatiguée et confuse. C'est à ce moment-là qu'elle prend des photos de toi et écrit des choses sur la façon dont tu agis. Me droguer. Brixton m'avait systématiquement drogué pour créer des preuves de déclin mental. Pas étonnant que je me sois sentie vaseuse et désorientée après certains de nos dîners de famille. Pas étonnant que j'ai parfois oublié des conversations ou me sois sentie anormalement fatiguée. Elle m'empoisonnait, puis documentait les effets comme preuve de ma santé mentale défaillante. Le sergent Williams avait l'air sombre. Madame Whitfield, avez-vous remarqué des schémas dans les moments où vous vous sentiez confuse ou oublieuse? J'ai repensé aux derniers mois, reliant des points que je n'avais jamais vus auparavant. Habituellement après les dîners de famille ou quand Brixton m'apportait de la nourriture quand je me remettais de cette chute au printemps dernier. Vous êtes tombé, a demandé l'agent Chen. Dans mes escaliers d'entrée. J'ai cru que j'avais juste manqué une marche, mais... Je me suis arrêté. Une horrible suspicion se formait. Brixton était avec moi ce jour-là. Elle était venue m'apporter de la soupe. L'image devenait de plus en plus claire et terrifiante à chaque minute. Combien de mes problèmes récents pouvaient être attribués à l'ingérence de Brixton? La chute qui m'avait laissé avec un poignet foulé et des côtes meurtries n'était peut-être pas du tout un accident. Nous allons devoir vous emmener à l'hôpital pour des analyses de sang, a dit le sergent Williams. Si elle vous a drogué régulièrement, il pourrait y avoir encore des traces dans votre système. Est-ce que cela aidera à la condamner, a demandé Colin, sa voix dure d'une manière que je ne lui avais jamais entendue. Combiné avec les enregistrements et l'accusation de vol, cela devrait suffire à la mettre à l'ombre pour un long moment. Maltraitance de personnes âgées, fraude, vol, possiblement tentative d'enlèvement si son plan de faire interner Madame Whitfield avait réussi. Elle risque une peine de prison sérieuse. Tommy a tiré sur ma manche. Mamie, il y a encore une chose. Qu'est-ce que c'est, mon chéri? Maman a un dossier à la maison. Il est caché dans son placard derrière les boîtes à chaussures. Il y a des papiers sur les maisons de retraite et les endroits pour les personnes âgées qui ne peuvent plus prendre soin d'elles-mêmes. Elle les a visités et a pris des notes. La dernière pièce du puzzle s'est mise en place. Brixton n'avait pas seulement prévu de me faire déclarer incompétente. Elle avait cherché l'établissement où elle m'entreposerait une fois qu'elle aurait pris le contrôle de ma vie. Elle avait probablement déjà choisi l'endroit, peut-être même pris des dispositions préliminaires. Elle m'a montré des brochures une fois, a poursuivi Tommy. Elle a dit, un jour, mamie pourrait avoir besoin de vivre dans un endroit avec des infirmières, et nous devions être prêts à l'aider quand ce moment viendrait. Mais les endroits avaient l'air vraiment tristes, mamie. Les gens sur les photos avaient l'air de ne pas vouloir être là. J'ai serré Tommy plus fort, submergé par l'ampleur de la trahison de Brixton. Elle avait planifié chaque détail de ma destruction, des drogues qui obscurciraient mon esprit à l'institution où elle m'abandonnerait, et elle avait préparé son propre fils à l'inévitabilité de perdre sa grand-mère, le conditionnant à l'accepter comme une étape naturelle et nécessaire. Colin s'est levé brusquement et s'est dirigé vers la fenêtre, ses épaules secouées par une émotion réprimée. Quand il s'est retourné pour nous faire face, des larmes coulaient sur son visage. « J'ai laissé faire ça », a-t-il dit. « Je l'ai laissé t'empoisonner, me manipuler, traumatiser mon propre fils. Quel genre d'homme cela fait-il de moi ? Cela fait de toi un être humain, ai-je dit doucement. Elle a eu 8 ans pour perfectionner sa manipulation. Elle savait exactement comment jouer sur ton amour pour nous deux. Mais Tommy a vu clair en elle. Un enfant de 12 ans a été plus courageux et plus intelligent que moi. Tommy voit les choses différemment parce qu'il n'a pas encore appris à douter de ses instincts. Les adultes s'apprennent à ignorer les signaux d'alarme, à donner aux gens le bénéfice du doute même quand ils ne le devraient pas. Les enfants font confiance à leur instinct. Le sergent Williams a fermé son carnet et s'est levé. Madame Whitfield, nous aurons besoin que vous veniez au poste demain pour faire une déclaration officielle. Et Tommy, nous aurons besoin de la permission de vos parents pour vous interroger correctement en présence d'un défenseur des enfants. Je l'amènerai, a dit fermement Colin. Et je veux aussi porter plainte, pour ce qu'elle a fait à mon fils, pour ce qu'elle lui a fait subir.
Il doit y avoir des conséquences au fait de faire vivre un enfant avec ce genre de peur et de responsabilité. Alors que les officiers se préparaient à partir, le sergent Williams s'est arrêté à la porte. Madame Whitfield, vous devriez savoir que votre petit-fils vous a probablement sauvé la vie ce soir. Si le plan de Brixton avait réussi, si vous aviez été arrêtée et déclarée incompétente. Il n'a pas eu besoin de finir sa phrase. Nous savions tous où cela menait. Une lente descente vers les soins en institution, droguée jusqu'à la soumission, isolée de quiconque pourrait me défendre. J'aurais pu passer mes dernières années dans un établissement stérile, confus et oublié, pendant que Brixton profitait des fruits de sa cruauté. Mais Tommy l'avait arrêté. Mon petit-fils courageux, observateur et loyal, avait vu à travers 8 ans de manipulation soignée et avait trouvé le courage d'agir au moment le plus important. Alors que la voiture de police s'éloignait, emportant avec elle les preuves qui, espérons-le, garantiraient que Brixton fasse face à la justice, je me suis assise dans mon salon avec mon fils et mon petit-fils, essayant tous de traiter l'ampleur de ce qui avait failli se produire. La femme que nous avions accueillie dans notre famille, la mère de mon précieux petit-fils, nous avait systématiquement détruit de l'intérieur, et nous avions été si occupés à essayer de maintenir la paix que nous l'avions presque laissé réussir. 3 jours après l'arrestation de Brixton, elle a été libérée sous caution. 25 000 $ que sa mère avait réussi à rassembler, probablement en hypothéquant sa propre modeste maison. La nouvelle m'a frappé comme un coup physique lorsque le sergent Williams a appelé pour m'en informer. J'espérais avoir au moins quelques semaines de paix avant de devoir faire face à la réalité d'un procès et de tout ce qui s'ensuivrait. Elle n'a pas le droit de vous contacter ou de s'approcher à moins de 150 mètres de votre domicile, m'a-t-il assuré. Mais Madame Whitfield, vous devez être prudente. Les personnes faisant face à des accusations graves prennent parfois des décisions désespérées. Je comprenais ce qu'il ne disait pas directement. Brixton n'avait plus rien à perdre maintenant. Son mariage était terminé, sa réputation détruite, son avenir ne tenait qu'à un fil. Les gens désespérés étaient des gens dangereux. Colin avait temporairement emménagé chez moi avec Tommy, incapable de supporter de rester dans la maison qu'il avait partagée avec une femme qu'il réalisait n'avoir jamais vraiment connue. Le garçon dormait mieux maintenant, enfin à l'abri de la manipulation de sa mère. Mais Colin était anéanti. Il mangeait à peine, passait des heures à regarder par les fenêtres et sursautait à chaque fois que le téléphone sonnait. Je n'arrête pas de penser à tous les signes que j'ai manqués, a-t-il dit un jeudi matin, assis à ma table de cuisine pendant que je préparais le petit déjeuner. Il avait perdu du poids en seulement 3 jours, ses vêtements flottant sur lui. Tu te souviens quand elle a insisté pour faire tes courses cette fois où tu avais la grippe? Ou quand elle s'est portée volontaire pour organiser tes médicaments? J'ai retourné les crêpes avec des mains fermes, mais mon estomac se nouait en repensant à ces incidents avec une nouvelle clarté. Elle cherchait des occasions de me droguer, ai-je dit doucement, testant différentes méthodes pour voir ce qui fonctionnait le mieux. Et je les remerciais d'être si serviables. La voix de Colin était épaisse de dégoût de soi. J'ai vraiment remercié celle qui empoisonnait lentement ma propre mère. Tommy est apparu dans l'embrasure de la porte, les cheveux ébouriffés par le sommeil, portant son carnet de croquis omniprésent. Depuis lundi soir, il ne l'avait presque pas quitté des yeux, comme si c'était une couverture de sécurité. Est-ce que maman va revenir? A-t-il demandé. La question qu'il posait chaque matin depuis qu'elle avait été emmenée menotter. Non, mon chéri, ai-je dit fermement. Elle n'a plus le droit de venir ici. Tant mieux, a-t-il dit simplement, grimpant sur sa chaise habituelle. Je ne veux plus qu'elle te fasse de mal, mamie. Cela me brisait le cœur qu'un enfant de 12 ans se sente soulagé que sa mère soit partie, mais je ne pouvais pas contester son raisonnement. Brixton nous avait tous fait du mal. Mais Tommy avait porté le fardeau unique de voir sa vraie nature tout en étant impuissant à l'arrêter. Le téléphone a sonné à 9h30 précise, interrompant notre petit déjeuner tranquille. J'ai regardé l'afficheur et mon sang s'est glacé. C'était le numéro de Colin, la ligne fixe de sa maison. Ne réponds pas, a dit rapidement Colin. Mais j'attrapais déjà le combiné. Norma. La voix de Brixton était différente maintenant, dépouillée de toute prétention de douceur. Elle était froide, calculatrice et totalement venimeuse. Je pense qu'il est temps que nous ayons une vraie conversation. Tu n'es pas censé me contacter, ai-je dit, ma main tremblant légèrement en serrant le téléphone. J'appelle de ma propre maison. Techniquement, j'appelle Colin. Il se trouve que tu as répondu. Je pouvais entendre le sourire narquois dans sa voix. De plus, que vont-ils faire?
M'arrêter à nouveau? Je risque déjà 10 ans de prison grâce à toi. Colin me faisait des gestes frénétiques pour que je raccroche, mais quelque chose m'a fait rester en ligne. Peut-être avais-je besoin d'entendre ce qu'elle pensait vraiment maintenant que toute prétention était tombée. Que veux-tu, Brixton? Je veux que tu saches que tu n'as rien gagné. Tu te crois si maligne, à retourner mon propre fils contre moi, à me faire passer pour une sorte de monstre. Mais laisse-moi te dire ce qui va vraiment se passer. Sa voix devenait plus forte, plus déséquilibrée. En arrière-plan, j'entendais des objets être jetés. Le bruit de verre brisé. Je vais prendre Tommy. Ma mère a des amis dans d'autres États, des gens qui ne poseront pas trop de questions. Le temps que Colin comprenne ce qui s'est passé, nous serons loin. Et toi, vieille sorcière pathétique, tu passeras le reste de ta misérable vie à savoir que tu as détruit la relation d'un enfant avec sa mère. Tommy était devenu blanc, comprenant assez pour réaliser que sa mère menaçait de l'enlever. Colin a arraché le téléphone de mes mains. Brixton, si tu touches à mon fils, je te traquerai moi-même, a-t-il dit, sa voix d'un calme mortel. Ton fils, a-t-elle ri. Le son était sec et cassant. Il n'a jamais été ton fils, Colin. Il était ma police d'assurance. M'a garanti que peu importe ce qui arriverait, j'aurais quelque chose de précieux à négocier. Et maintenant, tu m'as forcé à l'encaisser. La ligne a été coupée. Colin composait déjà le 911 pendant que je serrais Tommy contre moi, sentant son petit corps trembler de peur. Par la fenêtre de la cuisine, je pouvais voir les voisins vaquer à leurs occupations habituelles du jeudi matin, ignorant complètement qu'une folle était quelque part en ville, prévoyant de détruire ce qui restait de notre famille. La police est arrivée en quelques minutes, mais il était trop tard. Le temps qu'ils atteignent la maison de Colin, Brixton était parti. L'endroit était saccagé, les meubles renversés, les photos de famille brisées sur le sol. Dans la chambre de Tommy, les vêtements étaient éparpillés partout, comme si elle avait fait ses bagages rapidement, décidant de ce qu'il fallait prendre et de ce qu'il fallait laisser. Mais Tommy était en sécurité avec nous, et c'est tout ce qui comptait. Nous devons envisager de vous mettre en garde à vue, a dit le sergent Williams lorsqu'il est arrivé chez moi 1 heure plus tard. Vous tous. Elle est clairement instable et fait face à des accusations graves. Les gens dans sa situation décident parfois qu'ils n'ont plus rien à perdre. Pour combien de temps, a demandé Colin. Jusqu'à ce que nous la trouvions. Ça pourrait être des jours, ça pourrait être des semaines. J'ai regardé ma cuisine, le cœur de ma maison, où j'avais cuisiné des milliers de repas et résolu d'innombrables problèmes au fil des ans. L'idée de la quitter, de me cacher de Brixton au lieu de lui tenir tête, me donnait l'impression de la laisser gagner. Non, ai-je dit fermement. C'est ma maison. Je ne serai pas chassé par cette femme. Madame Whitfield, je comprends ce que vous ressentez, mais... Le comprenez-vous, ai-je interrompu, en me redressant. Comprenez-vous ce que c'est que d'avoir quelqu'un qui essaie systématiquement de détruire votre esprit, votre liberté, votre vie? De découvrir que quelqu'un que vous avez accueilli dans votre famille prévoyait de vous droguer jusqu'à la soumission et de vous entreposer dans une institution? Je me suis dirigé vers la fenêtre et j'ai regardé le jardin de roses que mon mari avait planté pour moi il y a 23 ans. Les fleurs de fin de printemps commençaient tout juste à s'ouvrir, leurs couleurs vives se détachant sur les feuilles vertes. J'ai passé les 8 dernières années à trouver des excuses pour son comportement, à essayer de maintenir la paix, à me convaincre que la famille signifiait endurer n'importe quoi pour le bien de l'unité. Mais la famille n'est pas censée vous faire du mal. La famille n'est pas censée vous voir comme un obstacle à surmonter. Tommy a glissé sa main dans la mienne. Mamie a raison, a-t-il dit doucement. Nous ne devrions pas avoir à nous cacher. C'est maman qui a fait de mauvaises choses. Colin a regardé son fils avec une sorte d'émerveillement. Quand es-tu devenu si sage? J'ai dû, a dit simplement Tommy. Quelqu'un devait faire attention. La vérité de cette déclaration flottait dans l'air entre nous. Cet enfant avait été forcé de grandir trop vite, de devenir le gardien de secrets trop lourds à porter pour quelqu'un de son âge. Mais il l'avait fait quand même, par amour, par loyauté et avec un courage qui m'humiliait. Nous augmenterons les patrouilles dans votre quartier, a dit finalement le sergent Williams, acceptant que nous ne bougerions pas, et nous accélérons la recherche de votre belle-fille, mais promettez-moi que vous serez prudent. N'allez nulle part seul. Gardez vos portes verrouillées. Appelez-nous si quelque chose vous semble suspect. Après le départ de la police, nous nous sommes assis tous les trois dans mon salon,
essayant de traiter la nouvelle réalité à laquelle nous étions confrontés. Brixton était quelque part, préparant on ne sait quelle vengeance. Elle nous avait montré qu'elle était capable de tout, que la femme que nous pensions connaître n'avait jamais vraiment existé. J'essaie de me souvenir s'il y avait des signes plus tôt, a dit Colin, brisant le lourd silence, au début, quand nous nous sommes rencontrés. Mais elle semblait si normale, si attentionnée. Elle travaillait comme infirmière à l'époque, pour l'amour de Dieu. J'ai pensé que cela signifiait qu'elle était naturellement bienveillante. Elle était douée pour faire semblant, a dit Tommy avec pragmatisme. Mais parfois, quand elle pensait que personne ne regardait, son visage devenait méchant. Vraiment méchant. Comme quand tu ne lui achetais pas quelque chose qu'elle voulait, ou quand mamie parlait de sa propre mère. Elle détestait entendre parler de familles heureuses. J'ai pensé à ça, aux quelques fois où j'avais entrevu quelque chose de froid dans l'expression de Brixton. J'avais toujours mis cela sur le compte du stress ou de la fatigue, n'imaginant jamais que c'était peut-être sa vraie nature qui transparaissait à travers son masque soigneusement construit. « Penses-tu qu'elle a déjà aimé l'un de nous ?» a demandé Colin, sa voix petite et blessée. C'est Tommy qui a répondu avec l'honnêteté brutale que seuls les enfants possèdent. Je ne pense pas qu'elle sache comment faire. Alors que la nuit tombait, nous nous sommes installés dans une routine précaire. Colin et Tommy ont pris la chambre d'amis pendant que j'essayais de dormir dans mon propre lit. Mais chaque craquement de la vieille maison, chaque bruissement de feuilles à l'extérieur de ma fenêtre me faisait m'asseoir, alerte et à l'écoute. Vers minuit, mon téléphone a sonné. Je surveille la maison, a chuchoté la voix de Brixton quand j'ai répondu. Je peux voir la silhouette de Tommy à la fenêtre de l'étage. Un si gentil garçon. Ce serait dommage qu'il lui arrive quelque chose. Cette fois, j'ai raccroché immédiatement et j'ai appelé la police. Mais lorsqu'ils ont fouillé la zone, ils n'ont rien trouvé. Aucun signe de Brixton, aucune preuve qu'elle se soit trouvée près de ma propriété. Elle pourrait appeler de n'importe où, a expliqué l'agent Chen. De nos jours, on peut faire en sorte que son numéro semble appeler de n'importe quel endroit. Elle n'est peut-être même pas dans l'état. Mais je savais que non. Je pouvais la sentir là-dehors, tournant comme un prédateur, attendant le bon moment pour frapper. La femme qui avait passé 8 ans à infiltrer notre famille, à apprendre nos habitudes et nos faiblesses, n'allait pas abandonner facilement. Alors que je m'endormais enfin près de l'aube, je ne pouvais pas me défaire du sentiment que notre véritable épreuve ne faisait que commencer. 6 mois plus tard, je me tenais sur le parking du palais de justice, regardant Brixton être emmené, enchaîné. Le juge l'avait condamné à 12 ans de prison pour maltraitance de personnes âgées, tentative de fraude, vol et harcèlement. Sa caution avait été révoquée après qu'elle eût violé l'ordonnance restrictive 3 fois de plus, et elle avait passé les 4 derniers mois en prison en attendant son procès. La femme en combinaison orange ressemblait peu à la créature raffinée et manipulatrice qui s'était assise à ma table de dîner en planifiant ma destruction. La prison l'avait dépouillée de ses vêtements de créateur, de son maquillage parfait, de ses cheveux soigneusement coiffés. Ce qui restait était dur et désespéré, tout en arrêt vive et en rage à peine contenue. Alors que le fourgon de transport s'éloignait, Tommy a glissé sa main dans la mienne. À 13 ans maintenant, il était plus grand, plus confiant, mais il portait toujours son carnet de croquis partout. Pendant le procès, son témoignage avait été dévastateur dans sa calme honnêteté. Même l'avocat de la défense avait semblé mal à l'aise de contre-interroger un enfant qui parlait avec une compréhension si claire de la cruauté de sa mère. « Est-ce que c'est vraiment fini maintenant, mamie ?» a-t-il demandé. « Oui, mon chéri. C'est vraiment fini. » Colin a passé son bras autour de nous deux. Le divorce avait été finalisé 3 mois auparavant, et il reconstruisait lentement sa vie. Il avait commencé une thérapie pour surmonter la culpabilité et le traumatisme d'avoir été manipulé pendant tant d'années. Certains jours étaient plus difficiles que d'autres, mais il guérissait. « Maman » a-t-il dit doucement. « Je te dois des excuses que je ne finirai probablement jamais de payer. » Colin, nous en avons déjà parlé. Tu ne me dois rien. Si, pourtant. J'ai fait entrer cette femme dans notre famille. Je l'ai choisie au lieu de toi et de Tommy, encore et encore. J'ai failli la laisser vous détruire. Je me suis tourné vers mon fils, ce brave homme qui avait été tordu dans tous les sens par quelqu'un spécialisé dans l'exploitation de la confiance et de l'amour. Tu as aimé quelqu'un qui ne le méritait pas. Ça ne fait pas de toi une mauvaise personne, Colin. Ça fait de toi un être humain. Mais Tommy a vu clair en elle. Un enfant a vu ce que je ne pouvais pas voir.
Tommy n'était pas aveuglé par l'amour et l'espoir comme tu l'étais. Les adultes veulent croire le meilleur des gens qu'ils aiment. Les enfants font confiance à leurs instincts. Nous avons marché lentement vers notre voiture, aucun de nous n'étant pressé de laisser ce moment derrière nous. Le procès avait été brutal, exhumant chaque détail douloureux de la manipulation et de la maltraitance de Brixton. Mais il nous avait aussi rapprochés, nous forçant à affronter des vérités que nous évitions depuis des années. « Tu sais à quoi je n'arrête pas de penser », a dit Tommy alors que nous nous installions sur nos sièges. Toutes ces fois où elle me disait que j'étais dramatique quand je disais que quelque chose n'allait pas. Elle me faisait croire que j'étais fou de voir ce que je voyais. Ça s'appelle du gaslighting, a dit Colin. C'est une forme d'abus psychologique. Elle l'a fait à nous tous. Mais plus maintenant, ai-je dit fermement. Plus jamais. Le trajet de retour a été paisible. Le premier voyage en voiture vraiment détendu que nous partagions en famille depuis des années. Le poids qui pesait sur nous tous depuis ce terrible dîner il y a 6 mois s'était enfin levé. Tommy a même ri de quelque chose à la radio. Un son si pur et joyeux qu'il m'a fait monter les larmes aux yeux. De retour à ma maison, notre maison maintenant puisque Colin et Tommy n'étaient jamais retournés dans leur ancien logement, nous avons trouvé quelque chose qui nous attendait sur le porche d'entrée. Une grande enveloppe avec mon nom écrit en écriture élégante. « Qu'est-ce que c'est » a demandé Colin, immédiatement tendu. Je l'ai ouverte avec précaution et j'en ai sorti une seule feuille de papier. C'était une lettre de la mère de Brixton, Sarah, que je n'avais rencontrée que quelques fois au fil des ans. « Chère Norma, je sais que je suis probablement la dernière personne dont vous voulez entendre parler en ce moment, mais je devais vous écrire avant de perdre mon courage. J'ai passé les 6 derniers mois à essayer de comprendre comment ma fille est devenue la personne qu'elle est, et je reviens sans cesse à une terrible conclusion. Je l'ai laissée tomber. Et en la laissant tomber, j'ai aussi laissé tomber votre famille. Je savais que Brixton avait des problèmes d'argent. Elle venait me demander de l'aide depuis des années, toujours avec des histoires sur le fait que Colin ne subvenait pas assez à ses besoins, que vous accumuliez une richesse qui devrait être partagée avec la famille. Je lui ai donné de l'argent, j'ai trouvé des excuses pour ses dépenses, j'ai encouragé son sentiment de droit. Je pensais être une mère qui la soutenait. Je n'avais aucune idée qu'elle vous droguait. Je n'avais aucune idée de la profondeur de sa manipulation et de sa cruauté. Quand la police m'a dit ce qu'elle avait fait, ce qu'elle avait prévu de faire, je n'ai pas pu dormir pendant des semaines. La femme qu'il décrivait n'était pas la fille que j'ai élevée, mais peut-être est-ce parce que je trouvais des excuses pour son mauvais comportement depuis qu'elle était enfant. Je veux que vous sachiez que Tommy est un garçon remarquable. Pendant le procès, en le regardant témoigner avec un tel courage et une telle clarté, je me suis souvenu que le bien peut naître même des situations les plus brisées. Vous et Colin l'avez élevé pour qu'il soit courageux et honnête, même lorsque cela signifiait tenir tête à sa propre mère. Je vends ma maison et je fais don de la plupart des bénéfices à des organisations qui aident les victimes de maltraitance de personnes âgées. Cela ne réparera pas les dommages causés par Brixton, mais peut-être que cela pourra empêcher quelqu'un d'autre de vivre ce que vous avez enduré. J'espère qu'un jour vous pourrez pardonner à une vieille femme qui aurait dû voir de quoi sa fille était capable bien avant qu'elle ne blesse votre famille. Avec mes plus profonds regrets et mon respect. Sarah Mitchell. J'ai plié la lettre avec soin et j'ai regardé mon fils et mon petit-fils, qui me regardaient tous deux avec des expressions inquiètes. « Qu'est-ce qu'elle dit » a demandé Colin. Je lui ai tendu la lettre et j'ai regardé son visage changer à mesure qu'il lisait. Quand il a eu fini, il est resté silencieux un long moment. « Elle n'est pas responsable de ce que Brixton a fait » a-t-il dit finalement. « Non, mais je comprends pourquoi elle se sent comme si elle l'était. Quand quelqu'un que vous aimez fait du mal à d'autres personnes, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous demander si vous auriez pu l'empêcher d'une manière ou d'une autre. » Tommy avait écouté attentivement. « Penses-tu que Brixton a toujours su qu'elle était méchante, ou penses-tu qu'elle s'est convaincue qu'elle faisait de bonnes choses ?» C'était une question si pertinente, du genre qui va droit au cœur de la nature humaine. J'y ai réfléchi attentivement avant de répondre. Je pense qu'elle a commencé par se convaincre que ce qu'elle voulait était raisonnable, que nous lui devions quelque chose parce que la vie ne lui avait pas donné tout ce qu'elle pensait mériter. Mais quelque part en chemin, elle a franchi une ligne, passant du désir des choses à la volonté de détruire des gens pour les obtenir. Et elle n'a pas pu revenir en arrière. Certaines personnes le peuvent. Certaines personnes reconnaissent quand elles sont allées trop loin et trouvent des moyens de se racheter. Mais Brixton, je pense qu'elle était trop fière et trop en colère pour admettre qu'elle avait tort. Alors, elle a continué à s'enfoncer dans le mensonge jusqu'à ce qu'il devienne sa réalité.
Nous avons passé la soirée tranquillement, commandant des pizzas et regardant de vieux films à la télévision. Des activités familiales normales, paisibles, ennuyeuses, qui semblaient être des luxes après des mois d'audience au tribunal, d'interrogatoires de police et du stress constant de regarder par-dessus nos épaules. Vers 22 heures, Tommy a sorti son carnet de croquis et nous a montré quelque chose de nouveau. Au lieu de la documentation minutieuse des cruautés de Brixton qui avait rempli tant de pages, il avait dessiné des scènes heureuses. Notre famille prenant le petit déjeuner ensemble. Colin lui apprenant à jouer aux échecs. Moi travaillant dans mon jardin de roses pendant qu'il jouait à la balle dans la cour. Je ne veux plus me souvenir des mauvaises choses, a-t-il dit. Je veux remplir mon livre de bonnes choses à la place. C'est un merveilleux plan, ai-je dit, en le serrant fort. Plus tard, après que Tommy soit allé se coucher, Colin et moi nous sommes assis sur le porche, écoutant les bruits nocturnes du quartier. C'était quelque chose que nous avions commencé à faire pendant le procès, ces conversations tranquilles qui nous aidaient à traiter tout ce que nous avions traversé. Penses-tu que nous nous sentirons un jour complètement en sécurité à nouveau, a-t-il demandé. Je pense que nous nous sentirons différents, plus prudents peut-être, mais aussi plus forts. Nous avons survécu à quelque chose qui aurait pu nous détruire, et nous l'avons fait en restant unis. Tommy nous a tous sauvés, a dit doucement Colin. S'il n'avait pas été assez courageux pour parler. Mais il l'a été, et c'est parce que malgré tout ce que Brixton lui a fait subir, il n'a jamais cessé de croire que la vérité comptait plus que de maintenir la paix. 1 an plus tard, je travaillais dans mon jardin de roses quand j'ai entendu le son familier du vélo de Tommy dans l'allée. Il avait 14 ans maintenant, atteignant la taille de son père et développant la nature douce de son grand-père. Le carnet de croquis avait été remplacé par un appareil photo, et il s'était découvert un talent pour la photographie qui étonnait ses professeurs. Comment s'est passée l'école, ai-je demandé alors qu'il me rejoignait parmi les fleurs. Bien. J'ai récupéré mes photos de la chambre noire. Il a sorti une collection de tirages en noir et blanc, des images de la vie ordinaire transformées en art par son œil patient. Monsieur Henderson pense que je devrais participer au concours de l'État. J'ai étudié les photographies, voyant notre quartier, notre famille, notre vie quotidienne à travers la perspective de Tommy. Il y avait de la beauté dans chaque cadre, de l'espoir dans chaque composition. C'est ainsi qu'il choisissait de voir le monde maintenant. Non pas comme un endroit dangereux plein de menaces cachées, mais comme une toile pleine de lumière et de possibilités. Elles sont extraordinaires, Tommy. Tu as un vrai talent. Je le tiens de toi, a-t-il dit, en s'asseyant à côté de moi sur le banc du jardin. La partie observation, je veux dire. Tu m'as appris à faire attention à ce qui se passe vraiment, pas seulement à ce que les gens veulent que tu vois. Colin est apparu de la maison, rentré du travail et semblant sincèrement heureux pour la première fois depuis des années. Il avait été promu associé principal dans son cabinet, et il avait commencé à fréquenter une femme gentille nommée Lisa, qui comprenait qu'il venait avec un fils adolescent et une belle-mère qui ferait toujours partie du lot. Timing parfait, ai-je dit alors qu'il nous rejoignait. Tommy vient de me montrer ses dernières photographies. Colin a étudié les tirages avec l'attention minutieuse qu'il accordait aux plans d'architecture. Elles sont incroyables, mon fils. Tu as l'œil d'un artiste. Tu veux voir ma préférée ? A demandé Tommy, sortant une photo que je n'avais pas remarquée auparavant. C'était une photo de notre table de cuisine prise lors d'un de nos petits déjeuners du dimanche matin. La lumière du soleil entrait par la fenêtre, illuminant 3 tasses de café, une assiette de mes biscuits faits maison, et nos mains alors que nous attrapions de la confiture et du beurre. C'était simple, ordinaire et absolument magnifique. C'est nous, a dit Tommy inutilement. C'est notre vraie famille. J'ai regardé ce jeune homme remarquable, cet enfant qui nous avait tous sauvés par son courage et son honnêteté, et j'ai senti mon cœur se remplir de gratitude. Brixton avait essayé de détruire notre famille. Mais au lieu de cela, elle nous avait montré ce que nous signifions vraiment les uns pour les autres. Nous avions perdu l'illusion d'un bonheur facile, mais nous avions gagné quelque chose de plus précieux, la connaissance que nous pouvions survivre à n'importe quoi tant que nous y faisions face ensemble. Et à la fin, cette vérité valait plus que tous les mensonges de Brixton réunis. La femme qui avait essayé de me voler ma vie avait tout perdu. Mais nous avions gagné quelque chose de précieux. La certitude inébranlable que l'amour, quand il est réel, est plus fort que la manipulation. Et la vérité, même lorsqu'elle est douloureuse, vaut toujours la peine de se battre pour elle. Alors que nous étions assis tous les 3 dans mon jardin, entourés de fleurs qui avaient survécu à toutes les saisons et étaient devenues plus belles à chaque année qui passait,
j'ai réalisé que certaines victoires ne consistent pas à vaincre ses ennemis. Parfois, elles consistent simplement à refuser de laisser la haine prendre racine dans le sol de son cœur. Et ça, pensais-je, en regardant mon fils et mon petit-fils rire ensemble dans la lumière dorée de l'après-midi, c'était le plus grand triomphe de tous. Maintenant, je suis curieuse de vous connaître, vous qui écoutez mon histoire. Que feriez-vous si vous étiez à ma place? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Commentez ci-dessous.